En fait, invisible, franchement, je sais pas ce que ça veut dire parce que les gens, on les voit. Moi, les invisibles, je les vois comme moi. C'est des gens qui vivent. Je vois les invisibles comme une population mise de côté. Donner les documents ou payer les impôts. Donc ça devient visible. Pour moi, un invisible, ce serait les personnes dont on ne parle pas forcément, qui sont invisibles auprès de ce que je dirais les instances civiles. Donc le pôle emploi, la sécurité sociale, la mission locale, la mairie même. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui sont là, qui sont présents, que tu vois tous les jours, mais au final qui n'ont aucune place nulle part. À 18 ans, j'ai été diagnostiqué ayant la sclérose en plaques. Et à partir de là, j'ai découvert la discrimination à l'embauche. Bah, t'as vu, hein, je me suis retrouvé dans le quartier, hein, comme d'habitude, hein, vouloir faire ce qu'il y a à faire. Je me suis retrouvé coincé. Coincé un jour à faire 10 mois avec un bracelet électronique, hein, t'as vu, je le porte aujourd'hui. Hein. Dans la test, il a prouvé que j'ai la lenteur qui pénalise. Bon, la première fois, j'ai pas bien accepté le résultat, malgré ça. Que j'ai un handicap, que je vais être reconnaissance travailleur handicapé après. Mais après, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que tu te connais toi-même. Alors, à 18 ans, j'étais censée échanger mes papiers à la préfecture pour avoir ma nationalité française. Mais malheureusement, ma mère, elle est tombée gravement malade à mes 18 ans, elle a eu un AVC. Et comme c'était elle qui s'occupait de mes démarches administratives, tout ça, donc ce qui fait que j'ai commencé à faire mes démarches qu'à partir de 19 ans. Et ensuite, on m'a dit que j'avais raté tous mes droits. Et donc du coup, je me suis retrouvée invisible pendant 5 ans aux yeux de la société. J'ai commencé en tant que conseiller en insertion professionnelle et ensuite j'ai évolué sur un poste de chargé de projet. Je travaille dans ce qu'on appelle l'éducation populaire, principalement dans les quartiers auprès des publics en difficulté. Je m'occupe d'un dispositif qui s'appelle Tremplin Sport. C'est un dispositif qui est dédié à l'insertion par le sport et la culture, dans les quartiers prioritaires principalement. J'ai eu des difficultés à trouver du travail dans ma branche, pour plusieurs raisons, puisque le métier se faisait plus ou devenait très rare. Et donc en fait, j'ai eu une proposition, c'était de travailler au Black, en tant que boucher. J'ai fait ça pendant 4 à 5 ans. Et pendant ces 4 années, j'ai été en situation d'invisibilité parce que j'avais plus de sécurité sociale, je travaillais au noir, je vivais entre l'appartement de ma mère, l'appartement d'un ami et un squat. Quand on n'a pas de logement, c'est compliqué de se lever tôt le matin, de pouvoir prendre une douche, de s'habiller pour aller à un entretien. Pour une femme isolée, c'est compliqué de trouver quelqu'un pour garder l'enfant. Et en fait, dans ces cas-là, tu te retrouves avec des difficultés qui deviennent juste très administratives. J'avais pas 3 loyers, j'avais pas de quittance de loyer, je payais pas mes impôts parce que je vivais dans un squat à l'époque. Et pourquoi, au moment où un jeune vient chez moi, je suis obligé de l'envoyer prendre un autre rendez-vous ailleurs, qui va peut-être venir 2 semaines après, qui lui-même va déclencher un autre rendez-vous ailleurs, qui va se passer peut-être 1 semaine plus tard, en plus avec des gens qui ne se parlent pas nécessairement entre eux. Donc on a un jeune qu'on met dans une espèce de machine administrative qui ne se reconnaît pas en tant que telle, mais qui en est une, en tout cas de ma perception, c'en est une. Et au final, je retourne voir cette personne-là, elle me dit encore qu'il manque quelque chose. Et en fait, c'est une spirale, on s'en sort pas au final. Tu es obligé de rester plus de 6 mois à rien faire, parce que tu attends ton récépissé. On doit faire avec des règlements que nous ne faisons pas. Et dans l'intérêt de la personne, si on veut que le dossier soit instruit le plus rapidement possible, il y a l'obligation qu'il soit complet. C'est que des papiers. Mais pour certaines personnes, quand on ne te l'explique pas, tu peux te retrouver dans des situations où c'est monstrueusement grand. C'est une montagne à gravir de documents. C'est quand même très délicat d'imaginer
que des gens en difficulté puissent suivre ces cursus-là. C'est très très complexe. Et en fait, toi, tu es jeune, tu es naïf, tu sais pas comment faire et on t'explique rien. Les démarches administratives, que ce soit nous en tant que professionnels ou à titre personnel quand on les fait, c'est fastidieux. On essaie de faire de la prévention, justement, pour essayer d'expliquer les choses et que ce soit plus facile ensuite. C'est pas forcément suffisant, mais c'est un début. Bah, tu sais, hein, dans la vie de tous les jours, quand on se lève déjà, même pour aller chercher un boulot, on est boycotté. Hein. Il m'a regardé de haut jusqu'au bas, donc il m'a regardé bizarrement, même aussi, je crois que c'est à cause de ma part aussi. Que je le fais parce que j'aime la barbe et tout, donc c'est aucune question religieuse. Pourquoi peut-être elle croit que vu que mon prénom c'est Abderrahman et que j'ai la barbe, donc je suis un salafiste ou ça c'est l'idée dans pas mal de sociétés. Donc or non, c'est pas ça. Donc je l'ai mis juste pour côté beauté et tout seulement. Il faut aider ces jeunes à retrouver de la dignité parce que franchement, ils se sentent oubliés. Moi, je ne dis pas invisibles, je dis oubliés. Limite, je sens qu'ils sont rejetés. Aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite dans un quartier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut remettre le respect et les valeurs des citoyens. Parce que c'est avec ça qu'on vit, en fait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en amont, sur de la prévention. Et prévention, la connaissance du système judiciaire. Et les jeunes ne le savent pas. Et surtout, leur montrer que, en fait, il faut qu'ils s'engagent. Ils vont être responsables. Ça veut dire qu'il faut continuer à travailler avec les jeunes, il ne faut pas les lâcher. T'as vu, hein, de tout âge, hein. Il n'y a pas d'âge pour un enfant. C'est toujours très difficile d'en sortir parce que malgré les aides qu'on te donne, elles ne sont pas forcément adaptées à ton besoin. J'étais présent, je travaillais tous les jours, j'étais inscrit au Pôle emploi, j'étais suivi par la mission locale. Mais j'étais dans une situation où on ne me trouvait pas dans les dossiers. On me proposait des boulots qui n'étaient pas faits pour moi. Et en fait, à partir du moment où tu ne vas pas dans leur sens, ils te radient et tu recommences de zéro. Ils peuvent te laisser 2 mois, 3 mois sans rendez-vous et un jour te donner un rendez-vous. Que quand tu ne viens pas, tu vas le payer super cher parce que tu vas être radié. Je ne sais pas, il est où l'idée de radier quelqu'un qui cherche de l'emploi? Je ne vois pas l'idée. On vous le dit, hein, nettement, il y a de moins en moins de subventions, il y a des associations qui sont en difficulté financière, il y a une politique d'économie, on vous dit qu'il faut réduire les budgets, donc il y a moins de personnel, donc il y a moins de personnes qui sont aptes à s'occuper de ces invisibles, entre guillemets. Bah, à chaque fois que je suis allée voir des assistants sociaux ou bien des personnes pour m'aider dans ma situation, on me disait que non, comme j'avais pas de titre de séjour, ils ne pouvaient pas s'occuper de moi. Mais ce que je trouvais bizarre, c'est que j'ai quand même fait toute ma scolarité en France, de la CP jusqu'au lycée, et que malgré mes preuves que j'avais, mes certificats de scolarité, il n'y avait personne qui était en mesure de s'occuper de moi. Donc moi, je suis dans une urgence, on peut me donner un rendez-vous dans 1 mois. Je suis dans une urgence aujourd'hui, là. J'ai un problème. On me dit, va voir la centre sociale. Je viens, on me donne un rendez-vous dans 1 mois, dans 45 jours. D'ici là, débrouille-toi, démerde-toi. Oui, effectivement, les gens ont pu être confrontés à attendre de longues semaines, parfois 1 mois et demi, parce qu'il y a eu un report de rendez-vous, parce qu'il y a quelqu'un qui était malade, ou des fois parce que personne n'est pas venu ou en retard. Donc ça a pu être le cas par le passé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je crois qu'on a trop largement mésestimé la dimension qualitative du travail qu'on devait faire et relationnel. Et le pire, c'est que quand tu viens dans ce rendez-vous, ce que tu peux entendre. Et comment tu peux l'entendre? Déjà, la première des choses, c'est que, ah, monsieur, on vous oriente ici, mais nous, on n'a rien, on n'a plus rien, on envoie les gens ici, mais on n'a rien. Ils me disent de venir, par exemple, à ce rendez-vous, après ils ne trouvent pas de solution, donc c'est une perte de temps. J'ai l'impression qu'elle m'écoute, mais qu'elle se dit qu'elle ne pourra pas faire grand-chose pour m'aider, en fait. On n'a plus trop confiance en soi.
On n'a plus trop confiance en l'autre. Et il te donne des solutions que tu as déjà faites. Et c'est ce que j'essaie de lui expliquer. Il me dit, mais vous n'allez pas vous énerver. Je fais, mais attends, c'est la meilleure. Tu es en train de me donner des solutions, des choses que j'ai déjà faites, et de me dire que je m'énerve parce qu'en fait, j'ai l'impression de parler à un mur. J'ai l'impression que même si je crie, je ne me ferai pas entendre. Ou alors on me demanderait de quitter les lieux. Avant, on accueillait physiquement, on n'accueille plus maintenant. La CAF, il ne veut plus accueillir. Le problème, c'est quand il y a une fracture numérique, des personnes qui n'ont pas Internet chez eux, comment on fait? Et en fait, moi, je tiens à vous préciser, j'ai pas tout le temps Internet. Donc, ce qui serait pratique pour moi, c'est que vous m'aidiez à faire des CV et à les envoyer tout de suite, maintenant. Il me dit, oui, non, mais moi, j'ai pas le temps. Mais à chaque fois que je devais aller voir la centre sociale, limite, je ne voulais plus les voir. Le regard qui est fuyant, qui n'est là mais qui n'est pas là. Qui te regarde de haut en bas. Parce que c'est marrant, tu peux retrouver plusieurs types de personnes. Tu as la première personne qui est bienveillante. Et tu as une autre personne qui va pas être malveillante, mais elle est dans ses humeurs. On essaie de faire de notre mieux. Après, effectivement, ça reste de l'humain, donc il y a des jours qui vont être plus difficiles que d'autres. Certes, il faut laisser nos problèmes à la maison, à l'entrée du service, c'est pas toujours possible. Après, il y a des jours avec l'accumulation des personnes qu'on va recevoir, l'agressivité qui parfois forcément découle de la frustration de pas avoir de réponse adaptée, de pas pouvoir leur donner ceux qui sont venus chercher. Donc il y a des jours plus difficiles que d'autres. J'ai eu même la réponse à monsieur, excusez-moi, désolé de ne pas être une fée. Hein. Donc on grandit avec cette culture comme ça de l'échec, de l'impossible, de l'inconcret et de la suradministration. C'est-à-dire on doit se déplacer, se redéplacer, se redéplacer. Alors que nous, on nous dédiabolise en tant que service social, mais pour ça, il faut aussi qu'on donne des conditions d'accueil correctes pour que les gens ils aient envie de venir, qu'ils n'aient pas peur de franchir notre porte. Ça, c'est le premier pas à faire. Je vous dis, si vous n'avez pas l'écoute, mais vous n'avez rien. Parce que ici, les gens qui viennent ici, il ne faut pas croire que c'est par plaisir qu'ils racontent leur misère. Pour moi, un conseil idéal, c'est d'écouter les gens, leurs problèmes et trouver les solutions et force de proposition, je dirais. Il faut beaucoup de respect envers ce que la personne a à dire et ne pas survoler la conversation. Parce que bientôt la pause déjeuner. C'est pas parce qu'on n'est pas visible aux yeux de la société qu'on devrait nous traiter comme des gens vraiment invisibles, quoi. Parler, communiquer plus ensemble, les uns avec les autres, les différents ensemble. Pas quand on reste chacun avec son corps, moi mon corps de métier, les habitants entre eux, on peut avoir des idées, mais au final, est-ce qu'on colle vraiment à la réalité ? Parce que les habitants, ils ont leur réponse, ils disent oui, il faut. Nous, on va dire il faut faire ça, il faut faire ça. L'entrepreneur, il va dire il faut faire ça. L'élu, eh ben, on va faire ça. Mais au final, est-ce qu'on se parle vraiment ? Donc, on a des outils de développement local aujourd'hui pour apprendre à plus se parler. Je pense que c'est une piste.